Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour un épisode Photolab 8. Vous avez vu la dernière fois, je vous ai présenté les différentes fonctionnalités de cette nouvelle version. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets encore en haut à droite, vous irez la voir. Là ici, on va parler de la courbe des tonalités, de la nouvelle fonctionnalité qui a été revue et corrigée dans Photolab 8. On avait une courbe des tonalités dans les précédentes versions de Photolab, dont notamment ici, en l'occurrence la 7. Mais là, vous allez voir qu'il y a une sacrée mise à jour au sujet de celle-ci. Et nous allons voir ensemble la relation entre l'histogramme et la tonalité sélective, ainsi que cette courbe des tons, bien évidemment, et vous allez voir que ce n'est pas des moindres. On verra également ensemble la courbe Luma. On va voir un petit peu plusieurs scénarios, bien évidemment, dans ce tutoriel. J'ai pris pas mal de temps pour réaliser ce tutoriel. Il prendra quand même un certain temps. Je vais vous chapitrer tout cela dans cette vidéo. Vous pourrez aller à la section qui vous intéresse, bien évidemment. Je vous mets aussi un lien d'affiliation dans la description de cette vidéo si vous voulez faire un essai ou tout simplement passer à l'achat si vous êtes intéressé par le logiciel. Allez, maintenant, on va passer au tutoriel. On y va, c'est parti. Pour bien comprendre la courbe des tons, il est essentiel de faire un petit tour au niveau de l'histogramme. Quand vous allez sur une photo comme elle est ici, d'accord, on va prendre celle-ci pour exemple aujourd'hui, vous avez donc un histogramme qui est représentatif de ce que vous avez dans l'image. Alors comment interpréter cet histogramme? C'est très simple, je vais vous le donner quand même en quelques petits points clés. On peut le diviser en trois sections. Les points les plus sombres, les points les plus lumineux, et au milieu vous aurez tout ce qui est distribution des tons moyens. Bon, dans les extrémités on retrouvera point noir et point blanc ici sur la droite. D'accord. En prenant cette représentation-là en synthèse additive RVB, d'une chose, que va-t-il se passer? Vous avez en synthèse additive RVB 256 valeurs de luminosité. La valeur 0 se situera donc ici, au début, et la valeur 255 se situera ici. On parle de 256 valeurs parce qu'on part de la valeur 0, bien sûr, donc de 0 à 255, ça vous fait 256 valeurs de luminosité. J'avais fait un épisode vraiment dédié à ce sujet-là. Si vous voulez vraiment aller en profondeur, ça avait été fait sur Photoshop à l'époque. C'est valable pour tous les logiciels de post-production pour la compréhension de la synthèse additive RVB ainsi que la luminosité. Alors là, bien sûr, je vous ai indiqué la valeur de luminosité sur cet axe-là, mais sur l'autre axe, vous avez ici, vous noterez dans mon histogramme, certaines distributions, vous avez comment dire, une certaine forme de l'histogramme qui nous indique aussi certaines choses. Comme nous savons par exemple ici dans cette zone-là, nous avons beaucoup de pixels, beaucoup de données. Pourquoi? Parce que j'ai un pic ici, dans mes pixels. Ça se situe dans les hautes lumières, notamment vous le voyez principalement ici et là. Donc on a une photo qui est vraiment axée sur pas mal de hautes lumières. On a bien évidemment aussi des points lumineux sur la roche. Vous voyez qu'il y a la roche qui est fortement éclairée aussi là. Bon, en règle générale, de toute façon, si vous regardez bien l'histogramme, c'est quand même un peu une photo qui est exposée quand même à droite. Et là, vous voyez ici, bon, on a un petit creux, on n'a pas trop d'informations à ce niveau-là. D'accord, juste un petit peu avant là. Là, ici, au niveau des points sombres, on a un peu d'informations. Bon, ça se représente un peu dans cette photo-là. Par ailleurs, regardez, il y a un truc qui est vraiment très intéressant dans Photolab en règle générale. Vous avez, vous voyez, une petite chose, 3 valeurs, rouge, vert et bleu, qui se situent donc juste ici. Et vous avez un petit carré à côté. Et les valeurs d'intensité lumineuse du canal rouge, vert et bleu, pour obtenir justement cette couleur particulière. Alors pourquoi je vous dis ça, pourquoi je vous l'explique là maintenant aussi, parce que vous voyez que c'est un petit condensé avant de passer à la courbe, on est obligé de passer par cette case d'histogramme. Pour la simple et bonne raison que pour obtenir une couleur en synthèse additive RVB, on est obligé de jouer sur des intensités lumineuses sur les différents canaux rouge, vert et bleu, et sur ces canaux de couleur. Si je viens par exemple ici sur ma roche, là, vous voyez juste là, on se rend compte qu'il faut une intensité lumineuse de 116 en rouge, 111 en vert, 104 en bleu pour obtenir cette couleur. Par ailleurs, si vous regardez ces histogrammes, là vous avez l'histogramme qui est énoncé en RVB, avec les 3 canaux mélangés ensemble, comme vous le voyez donc ici. Si je viens donc sur mon canal rouge, qui est juste ici, on va obtenir tous les pixels rouges qui vont se situer dans notre image.
Donc les différentes intensités lumineuses que vous voyez donc là ici, on va avoir des intensités lumineuses dans les hautes lumières, un peu ici dans les ombres, selon la forme de cet histogramme. Si vous regardez ce vert, regardez, il sera un peu différent par rapport à celui du rouge. Il va un peu différer, il va avoir des intensités lumineuses un peu différentes, quoique similaires, puisqu'on va retrouver dans les mêmes zones de l'image les mêmes mélanges de pixels qui vont nous donner ces différentes couleurs. Si je viens ici dans le bleu, notez aussi quelque chose. On va voir essentiellement du bleu ici dans l'image, un peu dans les ombres. Ça se note même à visu dans la photo, même par ailleurs. Lorsque vous regardez dans le ciel, vous vous doutez bien, on trouve des pixels ici qui vont être un petit peu plus dans les bleus, un peu dans la mer. On voit aussi également là, vous le voyez dans cette roche, vous avez un petit peu de bleu, mélangé avec bien sûr les autres couleurs pour avoir une couleur particulière. Si vous voulez vraiment aller en profondeur, n'hésitez pas à aller voir ce tutoriel dont je vous ai parlé juste avant. Donc, en sachant cela, vous avez toutes ces intensités lumineuses, mais qui a un impact aussi sur la couleur. D'accord ? En synthèse additive RVB, on va pousser comme cela des intensités différentes lumineuses. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, là ici, vous avez des valeurs de 0 à 255 pour cet histogramme en RVB, mais pour chaque canal, le rouge, vert et bleu, on reprendra les mêmes intensités lumineuses, c'est-à-dire 256 valeurs pour le rouge, le vert et le bleu. Si on va dans les hautes lumières ici, vous voyez qu'on a une intensité à 201, ici, sur ce pixel qui est juste ici, ou 202, voilà, je suis descendu un petit peu en bas, voilà, 202 dans les rouges, 208 dans les verts et 219 dans les bleus. Et cette combinaison d'intensité lumineuse, ça nous donne cette couleur-là, tout simplement. Vous le voyez représenté dans le petit carré à côté. D'accord? À côté de... Là, je ne le vois plus parce que j'ai placé ma souris, mais vous avez trois valeurs, vous avez le petit carré, regardez, je vais me redéplacer, boum, vous voyez ce petit carré-là, et forcément, on a les trois valeurs en intensité lumineuse. Lorsqu'elles sont montées de cette manière-là, vous avez cette couleur. Tout simple à comprendre dans la synthèse additive RVB. Là, je vous résume vraiment, allez, en 5 minutes, là, cette petite chose-là, parce que ça va avoir un impact, bien sûr, sur notre courbe des tons. Alors, sachant cela, vous avez aussi, bien sûr, un dernier histogramme ici, qui est basé sur la luminosité. D'accord? Là, ce sera forcément dépourvu de la couleur, mais essentiellement de la luminosité. On parlera d'intensité lumineuse dans cet histogramme, bien sûr. On n'intégrera pas les couleurs. Alors, en sachant cela, lorsqu'on a fait ce petit condensé de cet histogramme, vous avez bien sûr dans Photolab la possibilité de jouer avec cet histogramme avec les tonalités sélectives. Avec les tonalités sélectives, dont on va pouvoir utiliser là ici des curseurs, même avec le curseur d'exposition. Mais si vous allez utiliser ces différents curseurs, vous allez voir que si je vais dans mes tons clairs ici, je vais cliquer ici sur mes tons clairs. Alors, toujours la même chose, hein, soit vous vous déplacez avec l'ascenseur, ou soit vous cliquez sur le bouton ici. Vous pouvez vous déplacer avec la molette de la souris, et là, vous avez des incrémentations de 5% à chaque fois, vous voyez. Donc ça peut être pratique aussi pour faire vos petites retouches aussi comme cela. Vous avez l'ascenseur, mais vous avez aussi, bien évidemment, ce truc-là aussi. Double-clic pour revenir à 0, bien sûr. Alors, vous notez que si je baisse mes tons clairs, vous voyez que mon histogramme, toutes les couleurs reviennent un peu sur les tons clairs comme cela en arrière. Si je viens ici, je remonte tout cela, regardez, bon, là, si je viens de ce côté-là, c'est le contraire, on va éclaircir l'ensemble, d'accord? Au niveau de mes tons clairs. Et vous voyez que c'est bien cette section-là qui bouge. Si je prends mes ombres, regardez, hop, je vais prendre mes ombres, là, ça va être tout simplement le déplacement de mes ombres ici. La section de cet histogramme. Si je prends les tons moyens, la même chose. On ajuste simplement les tons moyens du milieu, vous voyez, juste comme cela, sans impacter bien sûr les tons clairs ou les ombres. Les noirs ici, bon, il s'agit du point qui est ici, donc ça c'est simplement pour ajouter un petit peu plus de profondeur comme vous le voyez, d'accord. Au niveau de la tonalité sélective, vous voyez un petit peu le principe. C'est pas ce que je vais utiliser ici aujourd'hui proprement dit, on va aller directement dans notre courbe des tons. Alors pourquoi je vous ai expliqué l'histogramme, pourquoi je vous ai expliqué un petit peu ces tonalités sélectives, c'est pour en arriver justement sur cette courbe des tons et on va y passer un peu plus de temps là maintenant.
Alors cette courbe des tons, bon, quand elle est désactivée, bien sûr, bon, vous l'avez comme ceci. Pour l'activer, bien sûr, il suffit de prendre un point et bon, elle commence à s'activer directement là. Mais vous avez une autre possibilité. Pour l'activer, vous cliquez tout simplement sur ce petit bouton de la palette, bien sûr. Que remarque-t-on sur cette courbe? Quelque chose d'intéressant au niveau des renseignements. Par rapport à la version de Photolab 7, il y a une amélioration, bien sûr, au niveau de cette courbe, au niveau du visu. Parce que vous allez voir qu'au niveau de la visualisation, c'est très important d'avoir une courbe précise pour pouvoir travailler aussi davantage, pour avoir un confort aussi de travail. Le confort visuel a une importance aussi lorsque l'on débute avec la courbe justement, parce que si vous ne savez pas comment utiliser une courbe proprement dite, si vous avez quelques oublis, là vous avez tous les indicateurs qui sont directement sur cette courbe et qui vont vous permettre de ne pas mettre les yeux à droite à gauche, tout est concentré bien sûr sur celle-ci. La première chose que nous voyons, c'est que l'histogramme est représenté à l'intérieur de cette courbe. L'histogramme que vous avez ici, vous allez le retrouver là. Alors pourquoi il est un petit peu, comment dirais-je, compressé cet histogramme? Pour la simple et bonne raison qu'il se situe dans un carré. Là ici vous l'avez sur un rectangle et là ici vous l'avez sur un carré. Donc forcément vous avez un effet de compression au niveau dû à sa représentation dans un carré, mais c'est la même chose. D'accord? Alors vous allez noter aussi des indicateurs qui vont être aussi similaires à l'histogramme. C'est la sélection des canaux. La sélection des canaux avec le canal global en RVB, le canal rouge, le canal vert, le bleu et le canal de luminance. Avec la Luma, d'accord? Donc, une chose intéressante, on remarque deux aspects qu'on va retrouver dans la courbe et dans l'histogramme. L'histogramme, ce que vous avez comme information, donc ici, vous allez le retrouver là-dedans. Il n'y a que seulement l'écrêtage que, bien sûr, vous n'allez pas le retrouver. Vous allez le retrouver directement ici. C'est spécifique, bien évidemment, à l'histogramme concernant l'écrêtage. L'écrêtage, je vous rappelle, c'est pour voir si vous n'écrêtez pas dans les hautes lumières. En jargon de post-production, si vous ne cramez pas et dans les ombres, bien évidemment, si vous ne bouchez pas trop les ombres. D'accord? Et ne pas confondre, bien sûr, une image qui est cramée, proprement dite, mal exposée dès le départ à la prise de vue. Là, ce ne sera pas récupérable, même dans le meilleur logiciel de post-production, bien sûr. Si vous prenez une photo dont le ciel est complètement cramé, et s'il vous manque des informations, vous ne les retrouverez pas en post-production. Par contre, si ici, vous montez les tons clairs comme ceci, voilà, vous n'avez pas un manque d'informations, c'est simplement que vous avez boosté trop loin vos tons clairs, et bien sûr, il y a une indication ici qui vous le dit, justement, dans cet histogramme. Bien noter cette différence. Si j'en viens sur cette courbe, donc vous allez noter aussi quelque chose. Vous allez noter que, ce que je vous ai dit tout à l'heure, les 256 valeurs de luminosité partant de 0 à 255, vous voyez que vous les retrouvez donc ici. Alors vous allez me dire, Eddy, pourquoi on a une ligne en diagonale ici, avec cette courbe des tons? Alors là, le choix volontaire aussi d'une courbe des tons dans les logiciels de post-production en règle générale, c'est pour avoir une certaine simplicité d'utilisation aussi, bien sûr. Cette courbe des tons permet de monter et de descendre des valeurs afin d'éclaircir ou d'assombrir une image. Et vous allez le voir ici en cas concret. Vous avez donc la possibilité de sélectionner un point d'entrée, juste ici. Par exemple, on va prendre un point au milieu. D'accord ? Là, pour avoir plus d'exactitude, je vais me mettre à 128, 128 et 128, point au milieu. Vous voyez que les ascenseurs nous permettent d'être vraiment un peu plus précis. Donc ici, c'est la valeur de départ. Je veux éclaircir mon image. Là, je suis parti sur un point dans les tons moyens. D'accord, juste au milieu ici. Et vous le voyez donc dans l'histogramme, plus ou moins. Je veux monter la valeur vers le haut. Regardez. Je vais le faire à l'aide de mon ascenseur pour avoir des incrémentations un peu plus précises. Et vous voyez que sur mon axe, à la verticale, plus je monte et plus j'éclaircis. Que se passe-t-il concrètement pour bien que vous compreniez un petit peu la chose? Là, c'est tout bête. J'ai tout simplement transformé mon point d'entrée 128 de ma courbe d'origine à 178. 178.
de la valeur 128, je suis passé à la valeur 178. D'accord, au niveau de mon point d'entrée. J'ai éclairci mon image. Si je vais à l'opposé, que je prends mon point, que vous voyez là, on va aller directement dans le sens inverse de la courbe, vous allez noter quelque chose, là ça va s'assombrir. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que la valeur 128 est devenue maintenant la valeur 84. Tout simplement. Vous avez donc dans la courbe de tonalité une valeur d'entrée et une valeur de sortie. La valeur de sortie sera l'impact, l'effet que vous avez effectué justement par ce point modifié. Vous prenez un point dans votre image, vous montez pour éclaircir, vous baissez pour assombrir. C'est pas plus complexe que cela. J'essaie de vous amener quelque chose d'un petit peu pratique aujourd'hui pour que ça puisse vous servir prochainement dans la post-production. Là, vous allez voir que je vous donne un effet bien défini. Je vais revenir ici comme il se doit là. J'ai sélectionné un point dans les tons moyens, mais si je le souhaite, je peux prendre par exemple ici un point dans les ombres. Si je prends un point dans les ombres, regardez, bon déjà, en le sélectionnant ici, hop, je vais revenir à 0, voilà, 51, 51. J'ai mon point dans mes ombres. Si je montais mon point, regardez, hop, je peux le monter, je vais éclaircir. Si j'ai vers le bas, hop, je peux l'assombrir. Et l'avantage d'une courbe par rapport à un curseur, c'est que vous avez la possibilité, à partir de ce point-là, de partir ici pour changer un peu la valeur, de choisir une autre valeur ici et de jouer forcément avec votre courbe, soit en éclaircissant, soit en assombrissant. Donc vous voyez, vous pouvez faire du direct comme cela, bien sûr, sur votre photo et regarder l'effet désiré sur celle-ci. Ce qui est plus intéressant par rapport à un curseur de ton moyen, clair, ombre, etc. On a plus de latitude et plus de liberté. Pourquoi? Parce que lorsque vous utilisez une courbe proprement dite, lorsque vous allez affecter un point ici dans votre photo, on baisse peut-être les ombres, mais vous voyez que ça a un impact aussi léger sur les hautes lumières dues à la courbe, puisque je tire davantage sur les ombres, mais il y a un petit impact quand même sur les hautes lumières qui sont ici. Preuve en est, regardez, si je reviens encore une fois à 0, regardez mon histogramme, je descends mes ombres. Hop, voilà, juste comme ceci. Vous notez que mes hautes lumières descendent aussi un peu. Ça bouge un peu comme ça. Je vais faire de même avec mon curseur des ombres, là, tiens. Je vais descendre mes ombres, je ne vais pas les monter, mais je vais les descendre, regardez. Hop, je vais faire la même chose. Regardez l'histogramme. Hop, on bouge simplement les ombres. D'accord? Il n'y a pas d'impact sur mes hautes lumières. Alors, est-ce que je ne peux pas faire la même chose similaire à ici? Je peux le faire aussi également. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Je vais baisser ici un peu mes ombres. Et pour éviter d'avoir un impact un peu trop sur les hautes lumières, je peux mettre un point d'ancrage ici, tout simplement là. Voilà. On va le mettre à 128, 128. Voilà. Et ici, on va bloquer un point d'ancrage juste là. Là, je suis à 189 et là, il a monté à 193. Et pour retrouver la précision, regardez, je peux avoir ici la possibilité de me mettre à 189 et 189 pour être droit à 100%. Vous voyez la précision, parce que généralement, lorsque vous utilisez une courbe dans un logiciel de post-production, vous n'avez pas ces petites boxes ici au milieu qui vous permet d'ajuster manuellement comme cela. Là, ça va vraiment dans la précision. Ils ont fait vraiment une courbe très précise. Et là, vous voyez que, allez, je reviens sur mon point d'ancrage ici. Si je vais vers le bas, ou si je vais vers le haut, là, vous voyez que là, ça ne bouge pas. Comme mon curseur que je vous ai montré ici. Notez, vous avez l'histogramme ici. Vous voulez prendre un point particulier dans les hautes lumières, par exemple celui-ci. Vous montez simplement là, vous mettez un point d'ancrage, et vous allez être sur la zone à traiter. Bon, là, bien sûr, vous voyez que là, si je clique dessus, la plupart du temps, vous voyez, dans les logiciels de post-production, vous allez cliquer, et là, vous allez avoir tendance à baisser un petit peu la chose, ou bien la monter lorsque vous cliquez sur la courbe. Là, la chose ici, vous pouvez réajuster la courbe et être avec exactitude sur la même diagonale, sans avoir d'impact, et seulement après, jouer, bien sûr, avec ce petit ascenseur qui est très pratique, juste là pour avoir plus de précision.
Alors la chose la plus traditionnelle dans une courbe, c'est de faire un contraste qui va être plus ou moins naturel dans notre photo. Contrairement à un curseur de contraste traditionnel, la courbe en S, elle a toujours fait ses preuves. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire une courbe qui va être vraiment très naturelle et impacter les ombres de manière très transitoire, et les hautes lumières, la même chose aussi. Vous allez pouvoir assombrir les ombres et éclaircir les hautes lumières, mais de manière un petit peu plus souple. Je vais mettre un point dans mes ombres un peu ici, voilà. Et dans mes hautes lumières, voilà, on va tout simplement faire cela aussi. Là, je vais le faire manuellement comme cela. Qu'est-ce que je fais ici? J'ai tout simplement assombri mes ombres et augmenté un peu mes hautes lumières. Et ça m'a permis, regardez, de rajouter une petite pointe de contraste dans mon image. Mais ce n'est pas tout, je vais réinitialiser, mais vous allez noter aussi que ça impacte la couleur, d'accord? Lorsque j'applique cette courbe, ce canal général RVB. Pourquoi? Parce qu'on applique forcément ces trois canaux de couleur. Juste comme cela. Vous allez noter qu'on a ici du rouge, du vert et du bleu. Alors en appliquant ce rouge, ce vert et ce bleu, vous allez noter que dans la courbe rouge, on a ici les couleurs complémentaires, rouge et cyan. On a le vert et le magenta. On a le bleu et le jaune. Et bien sûr, bon, cela va sans dire, ça va un peu vous rappeler même, dans la logique aussi de la synthèse additive RVB, parce que rien n'est fait au hasard. Si vous allez dans l'onglet couleurs, dans la palette là, vous regardez la température et la teinte, vous allez remarquer que les couleurs complémentaires, on va les retrouver donc ici. Température bleu et jaune, teinte, vous voyez ici, vert et magenta, que vous voyez là, hein. D'accord? Si je regarde mon TSL qui est même ici, regardez, vous avez le bleu, vous avez le jaune en même temps, vous avez le rouge, vous avez le cyan en même temps, vous avez le vert, vous avez le magenta en même temps. Vous voyez que rien n'est fait au hasard, bien sûr, dans cette formalité-là. Ça, c'est une petite note, bien sûr, que je tenais à vous donner. Alors, bien sûr, on parlera de la pipette de tonalité et de gamma après. Ça a une importance aussi également. Donc, vous voyez que là, ici, si je prends un point d'ancrage, là, comme ceci, et que je le descends, je vais aller, là, non pas assombrir mon image, mais rajouter du cyan. Et à l'opposé, je vais rajouter du rouge. Et là, ça va être de la même manière que je vous ai montré le canal RVB en règle générale. Là, on bouge les intensités lumineuses de ces trois canaux en même temps. D'accord? Donc, preuve en est qu'on va avoir une intervention aussi de la couleur. Mais là, ici, sur le canal des rouges, dans les ombres ici, et on va descendre ici au niveau des ombres. Hop, voilà. On peut rectifier même cette valeur-là. Soit on va aller par là, on peut rajouter du rouge aussi, regardez. Et là, c'est intéressant parce que dans les zones les plus ombragées, on aura un petit peu plus de rouge comme cela. Si je vais dans mon canal des bleus et que je reprends un point ici, hop, et que je le descends tout simplement, juste là, regardez. Je peux rajouter un petit peu de jaune aussi, regardez. Donc le rouge et le jaune comme cela. Voilà, on va faire ça un petit peu sympa, hein, voilà. Ça nous donne cet effet-là. Et ce que j'ai fait, bon, préalablement, une petite zone de contraste ici, avec un petit impact quand même sur la couleur. Ce que j'ai fait un peu dans les rouges, vous voyez, dans les zones d'ombre, sans impacter de point d'ancrage ici, et ce que j'ai fait avec la couleur bleue que vous voyez donc là, si je fais mon avant et mon après, vous avez remarqué que là, on a rajouté quelque chose d'intéressant aussi au niveau de la photo. On a tout simplement fait une espèce de petit color grading au niveau de la roche. Vous voyez, ça fait un truc sympa comme ça. Rien qu'avec la courbe. Vous l'avez vu? Je peux même aller dans les verts, regardez. On pourrait, pourquoi pas, aller dans les points d'ancrage et aller ici. Voilà. Et je vais descendre mon point d'ancrage dans les hautes lumières et ajouter une petite teinte des hautes lumières comme cela. Alors bien sûr, il y aura un impact aussi sur ma roche, parce que vous avez des hautes lumières aussi sur la roche. Vous avez des points lumineux. Et regardez la petite différence, on a ici le avant et le après. Alors il va sans dire, lorsque vous allez appliquer la courbe des tons, vous n'êtes pas non plus coincé. Si vous voulez utiliser les tonalités sélectives, vous allez pouvoir aussi les utiliser en combinaison de votre courbe des tons. Si par exemple je descends mes tons clairs, regardez ici,
Je vais descendre un peu mes tons clairs pour retrouver un petit peu de matière au niveau de mes nuages. Vous voyez, je peux le faire aussi également comme cela. Et je peux aussi, si je le souhaite, dégager un peu mes ombres aussi comme cela. Regardez, hop, juste un petit peu comme ceci pour retrouver un petit peu cette partie-là. Comme ça, je peux mitiger ce que j'ai fait dans ma courbe des tonalités, d'accord, avec les tonalités sélectives. C'est pas interdit non plus. Hein. Vous avez même la différence ici, regardez, hop, avant, après. Vous voyez la différence qu'on a fait ici, on a rajouté un petit truc quand même assez cool comme cela. Et vous voyez un petit peu la différence ici. Bon, bien sûr, là, j'ai un peu exagéré sur la dernière valeur avec ici le magenta. Là, au contraire, hop, je peux revenir là-dessus. Je peux repartir, par exemple, si je le souhaite, avec du vert, pourquoi pas. Ou je peux encore modifier ce que j'ai fait là préalablement hein, sur mon point d'ancrage ici. L'idée, hein, vous avez toujours le point d'entrée, point de sortie. On va réinitialiser toute cette courbe. Et vous avez aussi une chose qui est intéressante hein, dans cette courbe de tonalité, parce qu'on viendra sur l'alluma après. Si je le souhaite, je peux prendre mon point blanc ici, 255, le blanc absolu, et redescendre complètement à 0. Et là, je vais avoir le noir absolu. D'accord ? A contrario, si je prends mon point noir, je vais aller là, regardez, et là j'aurai le blanc absolu. Pourquoi? Parce que regardez, de 0, le point noir, je vais vers le point 255, là je vais avoir le blanc absolu. Alors là, si je prends mon point, mon triangle ici, regardez, là je reviens sur 0. Si je prends mon triangle qui est juste ici avec mon point blanc, je peux déplacer ici mon point blanc comme je le souhaite, juste ici. Et je vais donner sa valeur ici, je vais le bloquer à 124. C'est ce que je vais faire ici dans cette courbe des tons. Ben après, si je veux, par exemple, jouer avec mes tons clairs et hop, essayer d'aller au-delà de cette valeur, je ne pourrai pas. Pourquoi? Parce que j'ai mis un point d'ancrage dans ma courbe de tonalité que vous voyez ici, courbe des tons, bloqué à 124. C'est toujours la courbe des tons qui prendra priorité à la tonalité sélective. Ce qui veut dire que si je veux travailler dans un environnement, je peux changer le blanc absolu ici, le baisser un peu comme cela. La valeur du noir, je peux tout simplement soit écraser comme ceci. Si je colle avec ma courbe de tonalité, c'est noir juste ici. Regardez, si je le coupe par exemple, je l'écrase juste là. J'aurais beau à bouger mon curseur ici des noirs, il restera toujours collé sur la gauche. Si je le remets à la courbe juste comme ceci, vous voyez qu'on va retrouver mon point noir ici. Et là, j'aurai toujours ma flexibilité avec mon curseur de point noir. Mais vous pouvez déterminer une zone précise dans un environnement, c'est-à-dire où le point noir va commencer et où le point blanc va se terminer. D'accord? Vous pouvez mettre un environnement précis comme cela. Ça, c'est toujours bon à savoir. Hein. De même, avec le petit triangle ici du point noir, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, bon là si on va à 255, on a à fond la gamelle de la version, là on est à la version la plus lumineuse, on a le blanc absolu, mais regardez, si je veux tout simplement revenir juste ici, je peux décrocheter comme cela, ben, vous allez noter quoi? Ben, c'est tout simple, hein. Si vous regardez bien l'histogramme, là, vous allez voir que les noirs vont se décoller un petit peu là, mais ça va commencer à partir de là. Là, vous n'aurez plus d'informations. Donc, l'image, bon, par définition, elle va quand même un peu s'éclaircir ici. D'accord? Comme vous allez débuter ici, regardez, on va dire que le point noir va commencer directement à partir de 19. D'accord? Là, il va se décrocheter. Là, vous allez plutôt l'écraser vers la gauche, tout simplement. Et là, au contraire, vous allez tout simplement l'écarter et donner son point de départ ici. C'est très important de voir ces différentes notions afin de vous donner l'environnement souhaité dans votre histogramme. Vous le voyez, donc là, vous pouvez changer la donne au niveau de votre point noir, au niveau de votre point blanc. Regardez la même chose ici. Si vous voulez tout simplement éclaircir votre image, rester comme ceci, rester dans cet environnement-là, vous pouvez toujours le faire. Et si je souhaite par exemple revenir ici vers le bas, regardez, je peux tout simplement rester dans cet environnement-là,
D'accord? Juste comme ceci, je vais le bloquer. Et si je viens avec mes tons clairs ici, regardez ce qui va se passer. Je ne pourrai plus dépasser de cette valeur. J'ai mis une certaine limite, comme vous le voyez là. Ça, c'est un truc que je voulais vous faire voir ici aujourd'hui quant à la relation de la tonalité sélective et de la courbe des tons. Parce que bon, c'est bien beau de vous faire le descriptif tout simple de la courbe des tons, comme on pourrait faire traditionnellement dans un tuto normal. Mais là, j'ai envie d'aller un petit peu plus en profondeur avec la relativité de tout ce qui est histogramme, tout ce qui est tonalité sélective. Est-ce que vous pouvez faire aussi dans votre post-production? Parce que quand vous comprenez un peu ces mécanismes-là, vous savez un peu où aller. Si vous avez la base de la synthèse additive RVB, si vous avez la base des intensités lumineuses, après ça passe tout seul. Je vais tout réinitialiser ici, cette courbe. Vous voyez que là, bon, on a fait un petit peu le tour avec ce canal général RVB, ce canal global, avec les rouges, les verts et les bleus. On va voir après le canal de luminance, mais là je vais revenir sur cette courbe RVB et on va parler de la pipette de tonalité qui est juste ici. Alors pour plus de simplicité, là vous allez voir que cette pipette de tonalité, lorsque vous cliquez dessus, vous avez une pipette, bon, tout simplement. Vous savez toujours, grâce à l'histogramme, si vous avez un petit œil dessus, où ça se passe bien sûr, mais pour ne pas avoir les yeux partout, vous avez l'avantage de voir sur votre courbe de tonalité et de savoir à quel endroit vous vous situez dans votre courbe et dans votre histogramme bien sûr. Si je clique, je mets le point d'ancrage et bien sûr, il faut laisser appuyer sur le bouton souris, hein, bien évidemment. Vous avez ce bouton d'ancrage. Si je vais vers le haut, je vais éclaircir. Si je vais vers le bas, je vais assombrir tout simplement au niveau de ce point d'ancrage-là. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, regardez, je peux assombrir cette partie-là. Je peux aller sélectionner une partie très claire ici. Vous voyez, regardez là, on le voit clairement dans la courbe des tons. Je peux sélectionner ce point-là, hop, le monter aussi un petit peu davantage, et là ce sera un petit peu plus clair aussi bien sûr. Dans la courbe des tons, lorsque là les extrémités ne sont pas jouées, on joue sur l'histogramme complet, d'accord? Parce que ce que je vous ai montré tout à l'heure pour déterminer les limites du point noir et du point blanc, ces points noirs et ces points blancs, lorsque vous n'y touchez pas, vous avez la latitude complète de l'histogramme, d'accord? Et lorsque vous êtes sur la latitude complète de l'histogramme, bon, il suffit de revenir un peu sur les tons clairs, bien sûr, pour faire revenir quand même un petit peu des informations dans les nuages, comme vous le voyez ici. Et vous voyez que avec deux points, un ici dans les ombres et un ici dans les hautes lumières, et juste dans la tonalité sélective, d'accord, on a baissé un peu les tons clairs. Bon, il y a l'intervention du DxO Smart Lighting, hein, ça, vous avez une petite intervention sur la luminosité de départ. Mais bon, elle est légère, elle est à 25%. Donc si vous voulez voir la différence, là on va enlever la pipette de tonalité. Regardez ici, on a le avant. Je vais même ne pas jouer et intervenir avec les géométries, ce sera plus clair. Vous avez ici le avant et le après. Notez la présence. Regardez, on va même activer notre petit outil loupe, hein. Ce sera plus sympa comme ça. On pourrait très bien zoomer, mais là j'ai envie de garder l'intégralité ici de l'image. J'aime bien cette loupe finalement, elle est vraiment cool. Regardez, là ici, si je fais mon avant-après, hop, on a ici le avant et le après. Et regardez, hein, ça c'est le fichier RAW original à 100%. Regardez la rectification optique, netteté, etc. Un fichier RAW, par définition, c'est toujours mou. Vous voyez ce que c'est. Et après, vous avez l'application de la netteté, juste comme ceci. Regardez toute cette chose aussi, que le travail a fait aussi, notamment DxO. C'est super bien. Et là, vous voyez, on a ici le avant et le après. Notez quand même la différence. On n'a pas fait grand-chose. On a utilisé les tons clairs. Allez, le petit Smart Lighting comme il est là. Un peu de courbe des tons, comme vous voyez ici. Et c'est tout. Alors maintenant, on va parler du gamma. Le gamma que vous avez ici, parce qu'il y a une petite intervention aussi de cette chose-là. Là, je vais revenir encore, je vais réinitialiser pour bien que vous compreniez un peu l'astuce du gamma. C'est toujours la même chose. On va toujours avoir une relation entre les valeurs d'entrée et de sortie. Mais là, ça va affecter principalement les tons moyens. Ça va ajuster la luminosité des tons moyens principalement. Et ça va préserver les hautes lumières et les ombres. Vous allez voir ici, je vais cliquer sur ce bouton et je vais utiliser le bouton de ma souris. Je vais pousser le gamma. Regardez. Hop, un 10, un 20, un 30, un 40.
vous notez que la photo s'éclaircit. A contrario, regardez, je vais utiliser un gamma inférieur à 1. Si je prends un gamma inférieur à 1, hop, je vais assombrir mon image. D'où cette intervention sur les tons moyens principalement. Il y a un petit impact sur la luminosité, bien sûr, un peu des ombres et un peu des hautes lumières, mais c'est principalement sur les tons moyens. Alors ça peut être intéressant encore une fois parce que ça peut vous donner des perspectives créatives vraiment très très bonnes. Puisque là, si je reprends encore de nouveau ma courbe, bon là je vais prendre ce truc-là, je vais prendre le point ici sombre, je vais le baisser un peu, je vais prendre un point ici un peu plus lumineux, boum, et je vais le monter un peu comme cela. Si j'utilise en plus le gamma, que va-t-il se passer concrètement? Là, j'appliquais un léger contraste, d'accord? Hop, et hop. Avec bien sûr une petite intervention sur la saturation des couleurs. Hein, parce que quand on utilise le canal RVB, on a une intervention bien sûr du canal rouge, vert et bleu en même temps. On va voir la courbe Luma après, et là on reste concentré pour l'instant là-dessus sur le gamma. Si je monte mon gamma, regardez ce qui va se passer. Hop, je vais monter tout simplement, ici, toujours comme tout à l'heure, et je vais donner un impact sur mes tons moyens. Mais l'avantage, là je vais baisser mon gamma, vous allez le voir ici. L'avantage, c'est que je conserve toujours mes 2 points d'ancrage, donc ici de mon précédent contraste, et je bouge tout simplement la luminosité des tons moyens, ce qui fait que ça peut faire vraiment un effet super sympa au niveau d'un contraste. Vous voyez que là j'ai appliqué un contraste léger. En appliquant ce contraste léger et en le combinant avec le gamma, regardez, j'ai baissé mon gamma. Boum, boum. Là, je vais avoir des contrastes qui vont être profonds, avec bien évidemment une luminosité un petit peu moins importante. Ça va donner une ambiance assez spéciale à mon image. Bon, bien sûr, là, si c'est un peu trop, au niveau de cela, je peux me baisser à 0,90, mais regardez, hop, avant, après. Et là, ça peut me donner un effet qui va être vraiment fort dramatique. Donc, vous voyez un petit peu le principe. Maintenant, allez, on va passer à l'essentiel aussi de la chose, c'est cette fameuse courbe Luma. Si je viens sur ma courbe Luma, on va venir donc ici, j'ai réinitialisé la chose. Hein. Alors, que va-t-il se passer concrètement? C'est un peu comme dans l'histogramme. Vous avez la représentation d'un histogramme basé sur la luminosité, sans impact sur la couleur. Contrairement au canal RVB qui va avoir un impact sur les couleurs, bien sûr. Là, on va parler de luminosité pure et dure. Et ce qui va être intéressant, bien sûr, là-dessus, c'est que là, dans ma courbe Luma, si je prends un point d'ancrage, comme tout à l'heure avec les contrastes, vous allez noter, tiens, ici, si je viens juste ici, ou bien je vais prendre directement un point sombre là, avec la petite pipette de tonalité. Si je viens ici, je baisse, voilà, comme ceci. Si je viens à un point lumineux comme ceci, regardez, hop, on a ce résultat-là. Et là, vous voyez que ça n'impacte pas les couleurs. Regardez si je fais la différence. Avant, après. Avant, après. Pour bien que vous voyez la différence, et pour être un petit peu plus convaincu de ce résultat-là, vous allez voir ici, je vais tout simplement créer une copie virtuelle de cette image, et pour ce faire, bon, on va utiliser le raccourci. Hein. CTRL-J, voilà. Et là, on a notre copie virtuelle. Alors, il fait tout réinitialiser, d'accord, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on voit la courbe Luma qui a été affectée, même si on est en courbe RVB, on la voit en jaune comme cela. Donc ça a une meilleure lisibilité aussi. Bon, voilà. Là, je vais revenir sur le canal RVB. Je vais faire de même. Allez, je vais prendre ma petite pipette. Je vais prendre ce truc-là. Là, je vais baisser. Voilà. Et je vais prendre un truc ici. Je vais monter. Voilà. Juste comme ça. Notez, on a ici le avant et le après. Maintenant, pour voir la différence entre ma première image et ma seconde, bon, je pourrais très bien vous convaincre en mettant ma photo comme ceci. Voilà, il y a une différence et après aller sur le côté. Mais bon, on va faire quand même quelque chose de mieux. On va utiliser la nouvelle fonctionnalité de DxO Photolab 8, pourquoi pas? C'est là pour ça. Et c'est là que ça va être intéressant aussi. On va aller tout simplement là et on va utiliser l'image courante comme référence.
Une fois que j'ai mon image courante comme référence, je vais prendre ma photo à côté. Je vais me mettre en mode comparaison. On a la première donc en luminosité qui est juste comme ceci et on a notre photo active qui est juste là. Regardez la différence. Si je fais mon avant et mon après, d'accord, juste comme cela, en appliquant ma courbe RVB, si vous voyez la différence entre les deux, là vous voyez que le contraste a impacté les couleurs. Preuve en est, regardez dans le ciel il est un petit peu plus vif qu'à côté. Vous voyez qu'au niveau de la roche, on a un peu plus de couleurs, juste là, d'accord. Donc si je fais mon avant-après, on note ici, on a un contraste qui a été impliqué, mais vous avez aussi bien évidemment l'implication des couleurs par rapport à mon image de référence que vous avez juste ici à côté. Alors on va changer l'image de référence maintenant, on va mettre tout simplement l'image de référence qui va être donc celle-ci, d'accord, avec la courbe RVB. Alors là on va changer cela, on peut simplement sélectionner l'image de référence juste en appliquant la copie virtuelle ici, ou tout simplement en appliquant ce petit truc là, utiliser l'image courante de référence, voilà. Et là, bon, si on laisse sur l'image de référence, on aura les deux images identiques. On va sélectionner donc ici celle avec la courbe Luma. Voilà, on voit déjà la différence. Et là, on va désactiver, voilà, le contraste et on va le réappliquer. Regardez la différence. Là, je réapplique le contraste. Là, j'en avais pas. Et là, je réapplique. Vous voyez, juste comme cela. Vous allez noter quelque chose dans la différence entre les deux contrastes. C'est tout simple. Vous allez noter que le contraste avec la courbe Luma n'affecte pas les couleurs. Vous voyez, on le voit directement dans le ciel. Et si j'appuie encore plus, regardez, sur ma courbe Luma, je vais tout simplement baisser la profondeur ici et monter la luminosité. Hein, voilà, juste ici. Regardez, la couleur ne s'affectera pas non plus. Je vais faire de même, je vais forcer la chose sur l'autre image, d'accord, juste là. Je vais changer mon image de référence, je vais prendre celle-ci avec la courbe Luma. Donc on va se rendre donc juste ici et on va prendre l'image donc actuelle en image de référence, c'est-à-dire avec la courbe Luma, d'accord. On va reprendre celle avec la courbe RVB et là cette fois-ci avec la courbe RVB, je vais faire la même chose, je vais écraser le contraste, d'accord, l'exagérer encore un peu plus et bien évidemment, regardez, hop, notez la différence entre les deux contrastes. Regardez. Sur mon image où j'ai appliqué la courbe RVB, vous voyez qu'il y a une accentuation de la saturation des couleurs, que ce soit sur la mer, que ce soit le ciel, que ce soit les roches, voilà. Tandis qu'à côté, vous voyez, même en exagérant sur la courbe, on le voit clairement avec la courbe Luma, si je reviens là-dessus, hein, sur la courbe Luma, on a les deux images identiques, vous voyez, bon, elle a été écrasée comme celle-ci. Vous voyez qu'il n'y a pas eu d'impact sur les couleurs. Si je remets ma photo, j'ai appliqué les changements sur la courbe RVB, notez comment la saturation des couleurs est exagérée par rapport à cette courbe Luma. Vous voyez un petit peu l'ensemble. Donc, vous voyez un peu l'intérêt de la courbe Luma. Vous allez pouvoir intervenir dans votre photo sans pour autant changer la couleur, mais simplement changer la luminosité. Alors, il va sans dire que si je me mets en mode normal, on va se remettre sur le truc de couleur, vous allez pouvoir faire des choses intéressantes aussi avec cela. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que si vous voulez mitiger entre deux courbes, faire du dual, on va dire comme ça, hein, du dual avec la courbe RVB et la courbe Luma, bah, vous pouvez le faire. Hein. Si par exemple vous voulez jouer tout simplement sur le contraste avec la courbe Luma, hein, on va prendre cette petite pipette qui est bien sympathique, on va prendre un truc plus dans les ombres, on va un peu assombrir, et si point lumineux, on va éclaircir, voilà, juste comme cela. On a appliqué un contraste sympa. On va même jouer avec le gamma, tiens. Hop, on va voir ici, soit je baisse, voilà, comme cela, pour donner une ambiance un peu plus dramatique. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'ai appliqué mon contraste, je suis content. Je vais sur ma courbe RVB en règle générale. Je peux tout simplement rehausser un peu le tout, voilà, juste comme cela.
si je le souhaite, hein, ou jouer un petit peu principalement sur cette courbe-là principalement, mais aussi sur la couleur. Si je veux par exemple aller dans les ombres, surtout principalement au niveau des bleus, c'est intéressant de teinter en bleu, vous allez voir ici. Au niveau des ombres, je vais teinter un petit peu en bleu au niveau de la couleur, voilà, je vais le faire ici. Je vais aller au niveau du magenta, au niveau des hautes lumières, allez, on va mettre un petit peu de magenta, ça va avoir même un impact ici sur la chose que vous voyez là. Ce qui fait que, allez, on a ici un intérêt ici significatif avec cette courbe, puisque là, on a appliqué notre contraste tranquillement, là, juste ici, sur la courbe de tonalité, et après on a joué justement là-dedans tranquillement, vous voyez, sur les différents canaux de couleurs, et ainsi que ce petit canal qui est juste ici, le canal RVB, comme on le voit là, qui a un impact aussi également sur les couleurs. Et après, vous pouvez même mitiger le gamma de cette courbe de tonalité avec le canal RVB généraliste, hein, le global, et jouer avec ce gamma ici sans aucun souci. Bon, on va jouer avec les incrémentations de la souris. Voilà, là il y aura un impact léger sur la couleur, ce qui fait qu'on a utilisé un contraste sans impacter la couleur. On a même joué un petit peu avec le gamma comme ceci. On a joué avec l'autre courbe de tonalité pour faire cet effet-là, et on a joué un petit peu avec sensiblement ces trucs de couleur, sans oublier qu'on est intervenu un petit peu sur les tons clairs, bien sûr, et bien évidemment sur la photo comme vous le voyez ici. On a même la possibilité de rejouer encore avec les tons moyens dans les tonalités sélectives. Si on le souhaite, on peut faire une combinaison entre les deux. Encore une fois, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit, encore une fois. Regardez, si je fais la différence ici, avant et après, notez quand même, on a changé toute la donne. Vous voyez, pour vous dire la puissance de cette courbe de tonalité, là, si j'enlève cette tonalité sélective, bon, on a ce truc-là. Là, je reviens sur la tonalité sélective. On a compressé un peu la courbe. On a redressé un petit peu ces tons clairs, un petit peu plus comme ceci. Et là, on est plus vers la compression, vers les tons moyens. Vous voyez ici, comme l'intervention de cette tonalité sélective, il y a un peu des tons moyens. On a compressé toute cette courbe juste sur le centre ici. On a laissé de l'espace sur la droite et sur la gauche. Et ça nous a laissé de la marge pour travailler sur cette courbe. Regardez la différence qu'on a faite ici avec cette courbe de tonalité. Hop, on va la mettre en haute. Et voilà. On a appliqué des contrastes. On a rajouté de la couleur. Toute cette chose-là, on a fait vraiment une image comme vous le voyez là. Regardez la différence, c'est quand même significatif. Regardez le avant et le après, rien qu'avec la courbe des tons. Vous imaginez bien la possibilité de rajouter une courbe Luma, la possibilité de jouer avec le gamma, la possibilité de sélectionner des points sélectifs avec la pipette de tonalité, l'incrémentation précise avec ces points d'ancrage et ces ascenseurs, ça nous permet de faire du travail vraiment splendide avec Photolab, bien sûr. Et vous voyez que rien qu'avec, bon allez, je vais pas vous mentir, le Smart Lightning, on l'active un peu, mais si on le désactive, vous voyez, bon, ça a un impact très léger ici sur l'image, puisqu'on l'a appliqué à 25%, bien sûr. Mais la réalité des choses, c'est qu'on a appliqué tout simplement la tonalité sélective et la courbe des tons. L'image de départ, vous voyez, elle est comme elle est. Allez, on va enlever le Smart Lightning pour faire l'ensemble. Juste comme cela. Tonalité sélective et courbe des tons. 1, 2, 3 opérations. Et encore, là, je n'ai pas utilisé d'ajustements locaux. Vous imaginez bien, si je vais dans les ajustements locaux de Photolab pour ajouter quelques petits points de contrôle, faire un petit peu du dodge and burn, je peux toujours le faire aussi. Mais regardez la puissance ici de cette courbe. On a changé un peu la donne, on a rajouté un petit peu plus de contraste. Et encore, on peut jouer avec des points d'ancrage encore à l'intérieur de ces courbes, que ce soit les couleurs, que ce soit les traditionnels. Et on peut obtenir des résultats vraiment sympas avec cette chose-là, bien sûr. Je voulais vous faire un épisode vraiment très très complet aujourd'hui. Bon, c'est mon habitude. Là, je vais chapitrer de toute façon cet épisode-là. Je vous le mets dans la playlist Photolab 8. Ça vous servira bien sûr de point d'ancrage, c'est le cas de le dire, pour vous repérer un peu avec cette courbe de tonalité. Je vous ai donné quelques exemples ici. Alors, ce sera chapitré, bien sûr. Gardez cet épisode. Lorsque vous voulez avoir un petit référencement au niveau de cette courbe, vous allez voir cet épisode, bien sûr. Moi, je vais la mettre en pratique avec des post-productions dans Photolab, bien évidemment, vous vous en doutez bien, parce qu'on ne va pas en rester là. Là, vous voyez que c'est un point de départ, ce que je vous donne là.
On va faire des tutos qui vont être relativement très avancés sur Photolab 8 cette fois-ci. Je vais essayer de monter le degré un petit peu plus en avant, de vous donner le maximum d'informations. L'objectif étant, bon, si vous êtes en période d'essai, c'est que vous ayez le maximum d'informations en tutoriel pour que vous puissiez utiliser ce logiciel pendant votre période d'essai. Comme ça, vous avez toujours la possibilité de voir ce qu'il en est avec Photolab 8. Mais je suis confiant avec ce logiciel dans cette perspective-là. De toute façon, je vous l'ai dit, c'est pas un secret. Je l'avais ramené sur la chaîne. J'attendais de voir les nouveautés de Photolab 8. Et là, cette courbe de tonalité, rien que ce truc-là, bon, la loupe aussi, regardez, bon, là, je l'active. Allez, pour éviter de faire un 100%, vous avez la loupe aussi ici. Et regardez, si vous voulez même aller sur un endroit particulier de l'image, revenir sur votre courbe RVB, remonter ici en temps réel, vous voyez ce qui se passe en temps réel au niveau de pixels. Et vous voyez si ça ne fait pas des artefacts, si ça ne génère pas des trucs bizarres sur votre photo. Et là, je viens de rajouter encore un peu de présence ici, ce qui est quand même assez phénoménal. Regardez, avant ici et après. Non, il fait vraiment du super boulot. Bon, là, bien sûr, ici, je vois que dans le fond, ça devient quand même un petit peu sombre à ce niveau-là. J'avais appuyé un petit peu trop, je trouve, sur l'allumage, sur ce point d'ancrage-là. Sur ce point d'ancrage-là, ce que je vais faire, c'est tout simplement le relever un peu. Vous voyez? Là, ça permet de voir, vous voyez, juste là. J'ai relevé ce point d'ancrage parce que je voyais qu'on commençait à repartir dans un truc qui n'avait pas assez de détails ici. À ce niveau-là, c'était un peu trop sombre. Vous voyez, on peut regarder, c'est le cas de le dire à la loupe. Et bien voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Comme vous l'avez constaté, on a vu ensemble différents aspects concernant cette courbe des tons. Avant de couvrir cette courbe des tons, on a fait une petite introduction, vous l'avez vu, un petit rappel de petites fonctionnalités de base, bien sûr, un rappel aussi également, bien évidemment, sur un tutoriel que j'avais fait concernant Photoshop sur la synthèse additive RVB, à une certaine époque de cela, qui est toujours valide. Ça, c'est une base, on va dire, qui va vous permettre d'être utilisé dans vos logiciels de post-production. Peu importe le logiciel de post-production, bien sûr, parce que là, on reprend vraiment la base de la synthèse additive RVB. À l'aide de cela, vous avez vu qu'on a un petit peu fait des petites démarches avec la courbe. En règle générale, je vous ai montré comment on utilisait les points d'ancrage. On a vu ensemble cette fameuse courbe Luma et on a utilisé la fameuse fonctionnalité d'image de référence, comme vous l'avez vu aussi également ici, qui est très pratique afin de faire les petites comparaisons entre la courbe Luma et la courbe traditionnelle. Alors toujours pareil, cet épisode-là viendra s'agrémenter dans une playlist bien spécifique à DxO Photolab. J'ai mis une playlist DxO Photolab 8 et vous avez aussi la playlist généraliste qui regroupe la version 4, 5, 6, 7 et 8 puisque bon, vous le savez très bien, Photolab est évolutif. Chaque année, il rajoute des nouvelles fonctionnalités à ce logiciel. Donc les anciens épisodes sont toujours valides pour certaines fonctionnalités. Et dès qu'il y a des petites nouveautés qui s'ajoutent, je vous agrémente tout cela dans cette nouvelle playlist, bien sûr. Nous, on se retrouvera dans tous les cas dans des prochains épisodes de post-production, que ce soit divers logiciels de post-production, que ce soit des vidéos, des vlogs, des sujets autour de la photographie, bien sûr. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, ciao.